Le but de mon exposé aujourd'hui est de vous faire une synthèse des connaissances, enfin une synthèse superficielle des connaissances à propos du syndrome de l'intestin irritable, tant en ce qui concerne sa définition, son épidémiologie et surtout sa physiopathologie, pour finir sur le traitement. Je vous dis tout de suite que le volet traitement par probiotique du syndrome de l'intestin irritable sera laissé pour l'exposé suivant réalisé par le docteur Mahler. Alors, avant tout, vous êtes des généralistes, donc peut-être que vous pouvez vous poser la question pourquoi est-ce important de s'occuper des intestins? Eh bien, voilà la réponse. Un Américain fameux a dit qu'il est plus important d'avoir des intestins qui fonctionnent que n'importe quelle quantité d'intestins. Pour être tout à fait honnête, il s'agissait d'un humoriste. Maintenant, parlons un petit peu plus sérieusement du syndrome de l'intestin irritable. Et peut-être vous posez-vous la question, oui, mais qu'est-ce que cette entité? De quoi s'agit-il? Eh bien, on peut le formuler de façon simple ou on peut le formuler de façon compliquée. Ceci est la formulation simple. Et vous avez certainement de nombreux patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont des douleurs abdominales pour lesquelles on n'a pas d'explication évidente et qui, de façon concomitante à l'existence de douleurs abdominales, se plaignent de troubles du transit. Et souvent, cette douleur, eh bien, elle est modulée en fonction de leur rythme de défécation. Eh bien, ça, c'est la définition du syndrome de l'intestin irritable. Et je voudrais quand même insister sur le fait que la douleur est le point crucial. Souvent, historiquement, on a eu l'impression qu'il fallait attribuer un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable ou de côlon spastique chez des gens qui présentaient principalement des troubles du transit, mais je voudrais quand même vous insister sur le fait que le problème principal, c'est la douleur abdominale qui est modulée par le transit intestinal. Alors ça a été formulé de façon plus scientifique, je dirais, et le but de quantifier et de formuler ça de façon plus scientifique, c'est de pouvoir faire des études cliniques qui vont évaluer l'efficacité de certaines interventions, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, pour moduler ou pour influencer de façon favorable les symptômes. Et ceci est la dernière définition des critères de Rome, ce qu'on appelle les critères de Rome, qui permettent d'identifier que, bien entendu, la douleur est le problème principal, mais il faut aussi que cette douleur soit associée à des troubles du transit et qu'elle soit modifiée par la défécation. Alors, une dernière chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'il s'agisse d'un problème chronique. Il est bien entendu qu'un patient qui présente une gastroentérite aiguë aura des douleurs abdominales, aura un trouble du transit, que peut-être ses crampes seront soulagées quand il ira aux toilettes, mais il faut qu'il y ait un caractère chronique et récidivant pour qu'on puisse parler de syndrome de l'intestin irritable. Alors, tous les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable n'ont pas le même transit. Ils sont bien constipés ou bien ils ont de la diarrhée. Alors, je vous présente cette dia parce que ce n'est pas très appétissant après avoir mangé, je comprends bien. Mais ça permet d'objectiver la façon dont le transit intestinal se passe. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on a de la diarrhée, on va souvent aux toilettes. Eh bien, il y a une très bonne corrélation entre la consistance des selles, la forme des selles, et l'accélération ou la fréquence du transit intestinal. Et de cette façon-là, en utilisant des échelles qui quantifient la forme des selles, on peut, de façon indirecte, également déduire la fréquence des selles. Et pour quantifier ça de nouveau de façon un petit peu plus rigoureuse, pour pouvoir faire des études cliniques, on a subdivisé les différents patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable en différentes catégories, ou bien il y a ceux qui ont... J'essaie de faire marcher ce pointeur. Donc, il y a les patients qui ont manifestement des selles dures plus de 3 quarts du temps, plus de 3 quarts du temps, ce sont les gens à prédominance constipation. Il y a ceux qui ont des selles molles pendant plus de 3 quarts du temps, ce sont les gens qui ont plutôt un IBS à prédominance diarrhée. Et puis il y a ceux qui sont ou bien non définis ou bien alternants entre les différentes catégories. Voilà la théorie. Alors,
ça, ce sont des critères diagnostiques qui sont un petit peu rigoureux, qui sont bons pour des études cliniques, mais il y a un élément là-dedans qui est, il faut que ce soit des douleurs inexpliquées. Oui, mais inexpliquées, est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement avoir exclu telle ou telle pathologie organique avant de pouvoir poser un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable? Eh bien, à cette réponse, à cette question, il y a une réponse très simple, c'est oui, on peut poser un diagnostic sans devoir faire des examens, des investigations poussées. Et ça a été prouvé par plusieurs études qui ont montré que les interrogatoires permettent d'avoir une très bonne sensibilité et une très bonne spécificité, surtout. La spécificité est l'élément important. Et ces interrogatoires sont stables dans le temps également. En d'autres termes, chez les patients qui ont des douleurs abdominales et qui ont du trouble du transit, il n'est pas indispensable de demander une échographie, un scanner ou une coloscopie. Par contre, vous devez bien entendu rester attentif aux facteurs de risque de cancer colorectal qui peut se manifester de façon très similaire. Et vous voyez ici les facteurs qui sont parfois inquiétants, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, qui peuvent indiquer qu'il y a un risque peut-être accru de pathologie organique. Donc l'important surtout, c'est, vous les connaissez, c'est les pertes de sang, les pertes de poids et d'autres symptômes organiques. Alors, est-ce qu'il est utile chez tout patient qui vient nous voir de faire des tests? On peut aussi le voir de l'autre façon. Est-ce que les tests ont été utiles, ont été démontrés utiles dans cette situation? Eh bien, voici une liste de tests qui ont été évalués. Et vous voyez que dans la majorité des cas, il n'y a aucun argument en faveur d'une utilisation de routine pour exclure une pathologie organique dans le syndrome de l'intestin irritable. Il est évident que si vous avez un patient constipé et que vous avez d'autres indications qu'il y aurait possiblement une hypothyroïdie, il faut doser une TSH, mais systématiquement, tout patient qui a douleur abdominale et qui est un peu constipé, il ne faut pas lui demander une TSH. Et vous pouvez aller de même pour les tests de maladie cœliaque, les analyses de sel et les tests d'absorption des hydrates de carbone, par exemple un test au lactose. De façon plus intéressante, en ce qui concerne l'imagerie abdominale, parce que souvent on se pose la question de savoir s'il faut faire une coloscopie ou une radiographie du côlon, eh bien il n'y a pas d'évidence que chez un patient de moins de 50 ans, il soit nécessaire de faire une imagerie du côlon pour pouvoir poser le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Par contre, eh bien, quand on a plus de 50 ans, vous connaissez tous le programme de dépistage du cancer colorectal et vous savez que dans ce cas-là, il peut être utile de faire des investigations. Donc je pense que j'ai un petit peu cerné d'une part une définition courante, une définition précise pour les études cliniques, de façon à ce qu'on sache de quoi on parle. Alors dans les minutes qui suivent, je vais aborder les autres points qui sont l'épidémiologie. S'agit-il d'une pathologie fréquente? De façon un petit peu plus compliquée, quelles sont les pistes ou les hypothèses physiopathologiques qui ont été abordées et étudiées jusqu'à présent? Et puis en plus, je finirai par la prise en charge clinique parce que bien entendu, ça c'est ce qui vous intéresse au premier plan. Alors en ce qui concerne la fréquence, je pense que en tant que généraliste, vous devez certainement vous rendre compte qu'il y a fréquemment des gens qui viennent vous voir pour des douleurs abdominales. Et le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable est fréquemment évoqué. Mais toutefois, je pense qu'il y a quelques points qui doivent être abordés. C'est que fréquemment les douleurs sont occasionnelles, elles ne rencontrent peut-être pas les critères diagnostiques de syndrome de l'intestin irritable par leur chronicité. Et puis l'intensité n'est peut-être pas toujours la même chez tout le monde. Certains ont de temps à autre des douleurs et chez d'autres, par contre, ils sont fortement invalidés. En d'autres termes, il y a une gradation de sévérité tant en tant qu'intensité qu'en tant que fréquence, qui fait qu'il n'est pas toujours facile de savoir où est la limite entre quelqu'un chez qui il faut envisager le diagnostic et chez quelqu'un qui a de temps à autre des symptômes et qui, au fait, est à la limite de la normale. Un autre élément qui rend
l'analyse épidémiologique ou la quantification épidémiologique difficile, c'est que les symptômes peuvent varier au cours du temps. Ils peuvent varier au cours du temps en termes d'intensité. Et vous voyez ici un graphique représentant de façon schématique l'évolution des symptômes en fonction du temps. On peut avoir un même patient ou un même sujet qui passe de l'état de sujet à l'état de patient en fonction de certains événements intercurrents dans sa vie de tous les jours qui peuvent faire en sorte qu'on a une modulation de la sévérité de ces symptômes. Pour en finir, donc après avoir énuméré les difficultés, je pense qu'on peut quand même de façon relativement constante identifier une proportion de la population qui remplit les critères diagnostiques, et vous voyez que ça représente une fraction importante de la population puisque à travers les différents pays, on trouve habituellement des fréquences aux alentours de 10% de la population générale. Alors on a la chance d'avoir des données aussi en Belgique. On a récemment fait une étude qui a évalué la présence des symptômes évoquant un syndrome de l'intestin irritable dans la population générale. C'était une étude qui a interrogé 1 millier de patients, une prédominance de femmes. Et ce que vous voyez, c'est que 14% de la population belge répond aux critères de syndrome de l'intestin irritable, et en prenant des critères un petit peu plus larges, il y a à peu près un Belge sur 5 qui a des symptômes qui sont fortement similaires à un syndrome de l'intestin irritable. Donc, en réponse à la question, s'agit-il d'une affection fréquente, on peut clairement répondre oui. Deuxième chose, c'est est-ce que les différents sous-types de syndrome de l'intestin irritable, prédominance constipation, prédominance diarrhée, alternant, est-ce que ces sous-types sont également fréquents? Eh bien, vous voyez qu'ils se répartissent de façon assez équitable en constipation, diarrhée et alternant. Mais c'est pas parce qu'on est dans une catégorie qu'on y reste. Alors que la proportion générale de patients atteints de syndrome de l'intestin irritable reste constante, et y compris dans les différents sous-groupes, il y a beaucoup de mouvements. Et on peut fréquemment observer des patients qui passent du sous-type constipation au sous-type diarrhée, éventuellement en passant par le type mixte. Et des études ont montré qu'à peu près le 3/4 des patients peuvent passer d'une catégorie à l'autre au cours du temps. Maintenant, passons au chapitre suivant, qui est quelles sont les connaissances de la physiopathologie de cette affection. Alors, elle est complexe. Il ne s'agit pas d'une affection qui est facile à décrire, puisque c'est une maladie ou une affection qui se caractérise par les symptômes. Donc, il n'y a pas un mécanisme physiopathologique qui peut être mis en évidence, mais c'est plutôt une constellation d'hypothèses qui ont été mises en avant et qui peuvent plus ou moins contribuer à la symptomatologie présentée par ces patients. Alors, je pense qu'il est extrêmement important aussi pour la prise en charge, dont je vous parlerai ultérieurement, de toujours garder en tête que ces patients doivent être évalués en pensant systématiquement aux trois piliers importants physiopathologiques qui sont des anomalies centrales du système nerveux central, on dira psychosocial, des anomalies de la motricité du tube digestif et des anomalies de la sensibilité du tube digestif. Donc quand vous évaluez un patient qui a ce type de problème, toujours pensez aux trois aspects. Pas uniquement catégoriser le patient en disant c'est un psy, tout se passe dans sa tête. Non, il se passe peut-être quelque chose dans sa tête, mais il se passe aussi quelque chose dans les intestins, tant sur le plan sensitif que sur le plan moteur. Et plus récemment, on a quand même aussi, on s'est rendu compte que l'environnement, et l'environnement tant extérieur que l'environnement génétique, jouent un rôle important dans la physiopathologie de cette affection. Alors je vais vous détailler très rapidement, parce que je n'ai pas le temps d'aller en détail, mais quelques éléments qui sont clairement identifiés chez les gens qui ont ce type de problème. La première chose qui est ce n'est pas une constante, mais c'est une constatation fréquente chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, eh bien, on trouve une hypersensibilité viscérale.
Alors, hypersensibilité viscérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on donne un stimulus dans le tube digestif, la perception en est plus forte chez un patient que chez un contrôle. Et vous voyez ici que lorsqu'on met un ballon dans l'intestin, dans le côlon gauche par exemple, si on fait des distensions croissantes, eh bien le nombre de patients qui ont un certain volume atteint le seuil de sensibilité est plus important que dans un groupe contrôle. Donc, il y a une hypersensibilité viscérale. Ceci dit, ça ne veut pas dire que nécessairement le problème se situe au niveau du côlon. Il peut se situer à toutes les étapes de la chaîne de transmission de l'information douloureuse du tube digestif vers le cerveau. Alors, il y a aussi des anomalies motrices. Anomalies motrices, elles sont multiples. Elles peuvent se situer même en dehors du côlon, dans le syndrome, dans l'intestin grêle. Il y a plusieurs observations qui ont montré qu'il y a des anomalies de la motricité de l'intestin grêle chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Mais je peux vous illustrer ça aussi par le comportement moteur anormal du côlon, et en particulier la réaction par rapport au repas. Une constatation assez fréquente chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable est la constatation d'une exacerbation du réflexe gastrocolique. Eh bien, ça peut être mis en évidence, et on voit qu'il y a, par exemple, une augmentation plus importante de l'activité phasique du côlon chez les gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable après ingestion d'un repas, quand on les compare à un groupe contrôle. Un autre volet ou un autre aspect de la motricité du tube digestif est la façon dont les intestins arrivent à manipuler les gaz. Alors ici, c'est une expérience qui peut paraître assez rigolote, qui a été réalisée par le groupe de Barcelone, qui a consisté au placement d'une sonde jéjunale, à travers laquelle on a perfusé à débit constant du gaz qui n'est pas résorbable. Et alors que le volume infusé est progressivement croissant, bien entendu, puisque le débit est constant, on a mesuré quelle est la quantité de gaz que ces gens ont émis par le bas. Et on voit qu'il y a clairement une plus grande rétention de gaz chez les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable que si on compare ça à un groupe de contrôle sain. En d'autres termes, même si on mesure quantitativement la quantité de gaz présent dans les intestins et qu'on constate qu'elle n'est pas différente chez les patients qui sont atteints de syndrome de l'intestin irritable par rapport à des contrôles, si on infuse du gaz, ils ont plus de difficultés à les éliminer. Donc ceci est une illustration probablement d'un aspect d'un trouble moteur du tube digestif chez ces patients. Alors, facteurs génétiques, bien entendu, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a des études qui ont associé la présence d'un syndrome de l'intestin irritable à certains génotypes, que ce soit des gènes qui interviennent dans la réaction inflammatoire, des gènes qui interviennent dans la réponse à l'adrénaline, ou bien dans des gènes qui sont nécessaires pour le métabolisme ou l'efficacité de la sérotonine. On va pas aller dans les détails. Mais donc, il y a quelques gènes qui ont été démontrés comme étant certains génotypes qui sont plus présents chez les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable par rapport à des contrôles. Toujours dans l'aspect influence extérieure, qu'est-ce qui peut influencer la symptomatologie? Eh bien, tout le monde pense bien entendu à l'infection. Et c'est un domaine de recherche qui a été bien exploré et qui, plus récemment, a été vraiment l'objet de beaucoup d'attention. On a pu clairement mettre en évidence que lorsqu'on fait une infection aiguë, une infection digestive, bien entendu, eh bien, dans la majorité des cas, on récupère. Donc, vous voyez que sur 400 patients, il y a un 290 qui récupèrent sans problème. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a une proportion qui est significative de patients qui gardent ou bien simplement des troubles du transit sans avoir de douleurs associées, ou bien qui développent carrément un syndrome de l'intestin irritable. Et ceci est intéressant, pas seulement parce que ça représente une proportion des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, mais c'est également intéressant parce que ça permet de mieux comprendre la physiopathologie du syndrome de l'intestin irritable.
Alors, vous avez vu que sur 400 patients, ou ces 400 personnes qui sont infectées par une gastroentérite aiguë, tout le monde ne développe pas le syndrome de l'intestin irritable. Alors, quels sont les facteurs qui prédisposent à garder ceci comme séquelles? Eh bien, ils sont très variés, les facteurs prédisposants. Ils peuvent être centraux. Le fait d'être déprimé au moment où on fait sa gastroentérite aiguë prédispose à développer ultérieurement un syndrome de l'intestin irritable. Mais il y a d'autres facteurs comme l'âge plus jeune, mais aussi des facteurs qui sont périphériques, comme le fait, par exemple, d'avoir une infection qui a été rapidement éliminée. Certains ont même évoqué la possibilité d'avoir un effet protecteur de vomissement par rapport à la probabilité de développer un syndrome de l'intestin irritable. Et donc, pourquoi est-ce intéressant? Parce qu'on voit que les facteurs prédisposants sont aussi bien centraux que périphériques et ils vont déterminer une maladie qui se situe de façon diffuse dans l'abdomen. Alors, est-ce qu'on peut mettre en évidence certaines anomalies? Oui, on peut mettre des anomalies en évidence chez ces patients-là. Par exemple, si on compte le nombre de lymphocytes intraépithéliaux après une gastroentérite aiguë, on voit que progressivement ça diminue. Et chez les patients qui développent un syndrome de l'intestin irritable post-infectieux, ce nombre persiste plus élevé que des contrôles. Ce n'est pas seulement de l'inflammation, ce sont aussi d'autres cellules qui se comportent de façon différente chez les patients qui développent un syndrome de l'intestin irritable. Et en particulier, vous voyez ici des coupes immunohistochimiques qui démontrent que chez les patients qui développent un syndrome de l'intestin irritable post-infectieux, eh bien, la proportion de cellules entérochromaffines dans les cryptes du côlon est plus élevée. Et ces cellules entérochromaffines, elles ont une particularité, c'est qu'elles sécrètent bien entendu des substances neuroendocrines, mais aussi elles comportent une grande quantité de sérotonine qui joue un rôle important dans la genèse des symptômes vraisemblablement. Et même la sérotonine circulante, donc en dehors du côlon, se retrouve de façon plus importante chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable à prédominance diarrhéique, après prise d'un repas. Donc, bien entendu, je n'ai pas été dans les détails de toutes les hypothèses ou toutes les analyses physiopathologiques qui ont été faites, mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a des choses objectivables, qui sont subtiles, qui sont très variées et qui ont été mises en cause dans la physiopathologie de cette affection. Enfin, la partie supérieure dans le triangle que je vous ai indiqué parlait d'impact des phénomènes psychosociaux. Et bien entendu, quand on interroge nos patients au jour le jour, bien souvent ils nous disent « moi je suis stressé ». Eh bien, est-ce que c'est objectivé? Oui, c'est objectivé, puisqu'on sait que l'existence d'un stress majeur, que ce soit sous différentes formes, que ce soit sous forme de violences domestiques, d'abus sexuels, peut prédisposer à la survenue d'un syndrome de l'intestin irritable, et que les rares cas de syndrome de l'intestin irritable qui guérissent ou qui disparaissent vont généralement de pair à une disparition de ces phénomènes de stress importants. En analyse plus poussée sur le plan statistique, on a montré que les troubles anxieux généralisés, les troubles paniques, la présence d'un état de stress post-traumatique et la dépression majeure sont des facteurs, sont des troubles psychiatriques qui sont nettement plus prévalents chez les gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable par rapport à des groupes contrôle. Alors, tous ces problèmes, dans le fond, est-ce que ça affecte fort les gens ou pas? Eh bien, on peut y répondre de façon très claire. De nombreux questionnaires ont montré que la qualité de vie des patients atteints d'un syndrome de l'intestin irritable est fortement altérée. Et à titre d'exemple, je vous reprends ce petit graphique qui reprend les scores pour différentes questions ou différents sous-groupes de questions nécessaires pour évaluer la qualité de vie dans différentes affections. Vous voyez ici, ce sont en gris au-dessus, ce sont les courbes ou les réponses normales dans une population féminine aux États-Unis. Et vous voyez que le degré d'impact sur la qualité de vie dans les différents scores est du même ordre de grandeur qu'un patient qui présente une maladie inflammatoire des intestins, que ce soit une maladie Crohn ou une rectocolite. Donc l'impact sur la vie de tous les jours est aussi grand que quelqu'un qui a une maladie inflammatoire des intestins.
Et vous voyez aussi que c'est aussi du même ordre de grandeur de quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque sévère. Voilà. Alors, on aborde maintenant le dernier chapitre qui est la prise en charge. La prise en charge, eh bien, elle doit être globale. Il s'agit d'un problème polymorphe de causes diverses, donc il faut nécessairement qu'il y ait une prise en charge globale. Et je pense que ça a été clairement démontré qu'une prise en charge qui est structurée, qui prend en compte les différents mécanismes physiopathologiques pouvant expliquer les symptômes, que cette prise en charge globale a un impact favorable sur l'évolution des symptômes. En d'autres termes, quand vous voyez un patient et que vous dites tous les examens sont négatifs, tout est dans votre tête, retournez chez vous et ça ira mieux, ça n'ira sûrement pas. Ce qu'il faut faire, et ce que je vous encourage à faire, c'est de ensemble évaluer avec le patient la maladie, lui expliquer quelles sont les anomalies qui potentiellement sont présentes chez lui, et lui expliquer la maladie en lui disant qu'il n'invente pas ses symptômes, en lui expliquant qu'il souffre réellement et que sa souffrance est reconnue, mais que ça ne sert à rien de faire répéter des examens inutiles. Eh bien, cette prise en charge qui passe par les différentes étapes de revoir le dossier et faire les examens uniquement si c'est nécessaire, expliquer les troubles qui ont été mis en évidence ou les mécanismes physiopathologiques par lesquels il pourrait y avoir une explication à leurs symptômes, eh bien, cette prise en charge-là a été démontrée comme étant nettement bénéfique pour le patient de façon incontestable. Je vais passer sur l'évaluation psychosociale parce que ça, c'est ce que vous faites en tant que généraliste tous les jours, c'est-à-dire mettre leur affection, mettre l'affection des patients dans le contexte psychosocial et notamment évaluer l'importance du phénomène psychologique, de la dépression, du stress, etc. Je vais un petit peu avancer plus rapidement pour aborder, outre la prise en charge plus globale, les différents points sur lesquels on peut agir. Alors, en ce qui concerne la diététique, j'ai mis ici une dia qui peut peut-être paraître bizarre, qui est « no hard facts », ça veut dire pas de données tout à fait claires de l'utilité d'un régime dans le syndrome de l'intestin irritable. C'est pas de la provocation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études cliniques qui ont tous les critères d'EBM suffisants que pour démontrer qu'une intervention diététique soit nécessaire ou soit indispensable chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rien faire et c'est pas pour ça qu'il faut pas donner des conseils. Ceci sera illustré, je crois, dans les cas présentés par le Dr Tack ultérieurement. Mais il est bien évident que si un patient mange des quantités importantes de sucre non résorbable sous forme de substituts sucrés, eh bien entendu que ça va donner une fermentation intestinale et ça peut donner des symptômes. Il est bien évident que chez un patient qui a de la diarrhée, il ne faut pas lui demander de manger encore plus de salade. Ça, ce sont des choses qui vont de soi. Mais en termes d'intervention spécifique, on ne peut pas dire qu'il y ait une recommandation qui soit globale et qui fonctionne pour tout le monde. En ce qui concerne la pharmacothérapie, ce n'est pas directement le sujet du jour. Ce qu'on doit savoir, c'est que, en cas de constipation, on peut proposer la prise de substances laxatives. Il y a quelques études positives, mais pas de façon globale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous donnez des laxatifs de l'Est chez des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, peut-être que vous allez améliorer leur constipation s'ils en ont, mais vous risquez d'aggraver la sensation de ballonnement par la fermentation intestinale au niveau du côlon. Chez les gens qui ont de la diarrhée, là, la prise d'imodium peut améliorer leurs symptômes, et un symptôme qui est particulièrement bien amélioré par la prise de l'opéramide, c'est l'urgence défécatoire, qui peut parfois avoir un impact très important sur la qualité de vie de ces patients. En ce qui concerne les antispasmodiques, plusieurs revues ont été réalisées de l'évidence existant à ce niveau, qui semble quand même conclure qu'il peut y avoir un effet bénéfique, mais un effet bénéfique sur le symptôme pour lequel ces médicaments ont été conçus, c'est-à-dire sous la douleur abdominale
et dans une moindre mesure sur le ballonnement. Alors, vous savez, en tant que généraliste, qu'on utilise d'autres médicaments, et en particulier des antidépresseurs, à titre d'analgésique dans la douleur chronique. Eh bien, dans le syndrome de l'intestin irritable, ça a également été évalué. Et il y a plusieurs études qui montrent que l'utilisation d'antidépresseurs, et en particulier les tricycliques, parce que ce sont ceux-là qui ont été le plus utilisés, peuvent avoir un effet bénéfique avec un NNT, donc un nombre de patients à traiter pour avoir un effet bénéfique qui est tout à fait raisonnable. Ceci est une illustration d'une étude réalisée chez 250 patients qui montre qu'on a un taux de réponse qui est quand même amélioré par la prise de désipramine, ce n'est qu'un des tricycliques, par rapport au placebo. Mais ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est l'importance de l'effet placebo dans la plupart des études cliniques qui ont évalué des traitements médicamenteux. Pour aborder ou pour prendre en charge les problèmes psychosociaux, on peut aussi s'attarder à traiter ce volet-là du problème. Et donc, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. On peut donner des antispasmodiques et des antidépresseurs, mais on peut aussi s'attarder ou se préoccuper des problèmes psychosociaux des patients. Et plusieurs techniques ont été évaluées. Celles qui ont le plus été étudiées, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales, qui focalise le patient sur la compréhension de la genèse de ses symptômes et de cette façon-là peut améliorer les symptômes de façon tout à fait sensible. Une technique qui peut être utile et qui a été démontrée efficace, c'est l'hypnothérapie. Alors, le problème étant la disponibilité ou l'existence d'hypnothérapeutes disponibles. Moi, j'ai toujours des difficultés à en trouver, mais si on se base sur la littérature médicale, il y a manifestement une efficacité de ce type de prise en charge et même de façon prolongée, notamment par la possibilité de réaliser une auto-hypnose. Je dois dire que je n'en ai pas d'expérience personnelle. La dia sur les probiotiques, je l'ai laissée ouverte parce qu'elle sera abordée lors de l'exposé suivant. Pour en revenir à une petite synthèse de tout ce qui a déjà été fait ou tout ce qui peut être entrepris dans le traitement du syndrome d'intestin irritable, je vous ai parlé des traitements des symptômes individuels, mais il y a encore toute une série de perspectives qui sont disponibles en termes de cibles thérapeutiques, et j'en ai repris quelques-unes ici. Les probiotiques, bien entendu, mais aussi les modulateurs de la sensibilité viscérale, par exemple, les antagonistes du CRF, et les sérotoninergiques, les médicaments qui ont un impact sur le métabolisme de la sérotonine ou l'action de la sérotonine. Mais malheureusement, nous sommes très fort limités dans les possibilités thérapeutiques sur le marché actuellement. Et je voudrais finir par une dia qui vous donne des conseils pratiques. Pour être moins ésotérique, je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que ce qu'il faut faire, c'est s'occuper du patient et l'aborder avec empathie et pas se dire « Ouh là 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 là, encore un fou, qu'est-ce que je vais en faire ?» Soyez empathique. Ayez une oreille attentive à une peur cachée. Ça, c'est une chose importante. Souvent, les patients qui ont des douleurs chroniques pensent que c'est parce qu'ils ont un cancer. Si le phénomène est explicité, ça a un impact positif. Expliquer la nature de l'affection, comme je vous l'ai déjà expliqué. Si on donne un traitement médicamenteux qui n'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, eh bien, il faut l'adapter au type de symptômes présentés par le patient. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lui dire au patient « Ok, je vous donne un médicament et puis surtout, venez plus me revoir ». Punir le patient, ça c'est évident. Assumer une origine purement psychogène sans avoir interrogé le patient en disant « Vous savez, la coloscopie est normale, moi, c'est tout dans votre tête ». Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Et surtout, moi, en tant que gastro-entérologue, je vois trop souvent des patients qui viennent pour leur 5e coloscopie pour des douleurs chroniques. Évitez de leur demander des examens si ce n'est pas nécessaire. Soyez confiants. N'oubliez pas que le questionnaire, l'anamnèse suffit pour poser le diagnostic dans la toute grande majorité des cas. Merci.